Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. La directrice générale de la RTCI limogée, Madame Namawa Touré, et la nouvelle est tombée ce jour en Conseil de ministres. Nous en parlerons dans quelques instants. Ensuite, nous essaierons de comprendre ce qui se passe entre le district d'Abidjan, le ministère des Ressources halieutiques et la mairie de Port-Bouët. Juste après le 1945, ça sera donc l'entrepreneuriat féminin parce qu'elles ont été donc renforcées en capacité par le gouvernement ivoirien. Et ensuite, la nuit du cinéma ivoirien sera donc l'affaire de Patricia Kalou qui sera avec nous pour la chute de ce temps d'antenne. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité à ce programme, que ce soit donc sur les différents canaux ou sur le Hertz. Merci en tout cas de nous suivre. Herman, bonsoir. Il est avec nous ce soir. Merci d'être là. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoé, bonsoir chez vous. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Alors la nouvelle, messieurs et chers téléspectateurs, est tombée donc ce jour en Conseil des ministres. Donc il a été mis fin, il annonçait donc le limogeage, le porte-parole du gouvernement annonçait donc le limogeage de la directrice générale de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, Madame Namawa Touré Bamba. Des détails n'ont pas été donnés justement sur les raisons de ce limogeage, mais le constat est clair. Elle n'est plus donc directrice de cette structure de l'État de Côte d'Ivoire. Pour mieux comprendre cette situation, on fait un petit point avec vous, Daouda. Avons-nous des raisons? Est-ce que des raisons auraient été évoquées? C'est vrai qu'on n'a pas eu le point au niveau du porte-parole du gouvernement, mais est-ce que vous avez entendu ici et là quelques raisons qui pourraient peut-être nous indiquer pourquoi est-ce que cette dame a été démise de ses fonctions? Bon, je pense que comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de raisons qui ont été évoquées. Je pense que lors de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement, il a estimé que de la même manière qu'ils nommaient quelqu'un sans donner des raisons, c'est de cette même manière qu'ils peuvent limoger la même personne sans donner des raisons. Mais bon, pour ce qu'on a pu voir ça et là, je préfère bien lire son nom, Namawa Touré, ex-directrice générale de l'ATCI, est venue à la suite de M. Bilé Djeméléou, maire de Dembokro, je crois bien, ou bien ancien maire de Dembokro, je ne sais pas trop, voilà, qui était directeur ancien maire, voilà, qui était directeur général de l'ATCI, qui avait été démis de ses fonctions pour suspicion ou bien même pour faire affairer comment on appelle ça, de détournement de deniers publics. Voilà. Elle est venue, il y avait eu une intérim, tout ça. Mais quand elle est venue, un an après, on se rappelle tous que sur ce même plateau, on a eu à débattre des questions de détournement de deniers publics sous son magistère. Est-ce que c'est ça qu'il a emporté? Est-ce que ce n'est pas ça? Franchement, je ne saurais le dire. On n'en sait rien. Moi, je ne peux pas m'avancer sur le terrain, mais je sais que sur sa tête planait encore l'épée de Damoclès de détournement de deniers publics. Peut-être que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça, mais je pense que la suite des événements et les jours qui suivent, on en saura un peu plus. Je pense que ce sera l'occasion pour nous de vous donner l'information à vous qui êtes chez vous à la maison. Voilà. Marius, un commentaire justement donc, sur les faits? Non, c'est avec un pincement au cœur parce que je peux vous assurer qu'à la suite donc, de la crise de data qui naturellement avait mobilisé l'ensemble du mouvement consommateur aux côtés de la RTCI en vue de porter à la connaissance de sa direction générale, mais plus particulièrement du Conseil de régulation dans son grand ensemble, les préoccupations qui n'étaient autres que celles des consommateurs et des consommatrices liées justement à la protection de leurs droits et à la défense véritable de leurs intérêts. Et nous avons eu plaisir véritablement depuis quelques mois à travailler d'arrache-pied avec cette dame qui a fait montre de toute sa responsabilité, de sa connaissance du secteur des télécommunications et de sa maîtrise des principes directeurs pour la protection du consommateur. Je l'ai dit avec toute la responsabilité d'un leader d'organisation de la société civile. D'ailleurs, avant d'aller à la rencontre de cette dame, j'ai pu vous certifier que nous pensions que c'était la direction générale qui était à la base du retrait
justement, ou de l'instruction donnée aux opérateurs de retirer ou de ne plus accorder les avantages qui, ma foi, étaient déjà acquis par les populations. Mais nous nous sommes rendus compte que ça n'avait absolument rien à voir avec la direction générale. Toutes les décisions qui sont prises et communiquées par la RTCI étaient du fait de son conseil de régulation. Et donc, avec elle, nous avons pu mettre en place un cadre de concertation, et un cadre de concertation du reste permanent entre organisations de consommateurs et la RTCI. Et je puis vous certifier que depuis un moment, ce cadre fonctionne. D'ailleurs, hier, les organisations de consommateurs étaient encore à la RTCI dans le cadre justement de cet outil de concertation pour encore parler de droits des consommateurs et du renforcement des intérêts des populations face donc aux opérateurs du secteur des téléphones, des téléphonies et de l'Internet qui n'ont de cesse d'abuser de leurs droits et de leurs intérêts. D'accord. Donc c'est vraiment total, dessus. Vous Nous ne sommes comprenez totalement pas la dessus. décision. Voilà, mais bien évidemment, contrairement à ce que Daoud a dit, les comptes de la RTCI ont été d'ailleurs certifiés ces derniers temps par le commissariat aux comptes. Et je puis vous certifier qu'on ne lui reproche absolument rien en termes de détournement ou quoi que ce soit. C'était un journaliste qui avait justement ses raisons et qui avait évoqué la question des détournements, mais jamais le commissaire aux comptes de la structure n'a validé une telle initiative, encore moins le ministère. Son limogeage est certainement de la volonté, soit de son département ministériel, donc du premier responsable du ministère en charge des TIC. On n'en sait pas plus pour le moment. Voilà, tout simplement. Voilà, comme Daouda l'a dit, c'était des supputations. Mais c'est une brillante dame, il faut le reconnaître. Herman, votre point là-dessus? Moi, personnellement, c'est le commentaire que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, fait pour dire que quand on l'a nommé, on nomme les gens, on ne demande pas, on donne pas l'avis des autres et donc on n'a pas besoin de venir. Moi, je trouve que c'est justement là, c'est là que le bas blesse. Parce que quelqu'un qui vient à une haute fonction, qui est la direction générale d'une structure étatique à ce niveau-là, avant même de recruter la personne, on regarde bien entendu son background, son CV, son pédigré, donc on le check. Et quand on débarque la personne, bien entendu, il faut venir justifier les motifs parce que c'est pas, on n'est pas au marché, on ne remplace pas les bananes par les tomates. Tout doucement, tout doucement, c'est trop fort ça. Non, c'est une façon de parler, je pense que vous me comprenez. Et je trouve qu'il faut faire les choses avec élégance, hein, ça ne coûtait rien de sortir, même si les motifs, ou est souvent même que le président Ouattara, quand il a envie de limoger quelqu'un, il demande à ce que la personne démissionne elle-même. On le fait parce que tous les faits d'âme, parce que c'est une dame, elle est quand même à la tête d'une structure importante, on la débarque ainsi, libre cours aux supputations. Donc voilà pourquoi on peut se dire que c'est parce qu'elle avait un problème de management ou bien qu'elle a détourné. Et ça, pour couper court à tout cela, je pense que ces genres de décisions, on doit pouvoir les motiver pour donner plus ou moins des raisons aux gens pour ne pas que tout le monde y va de son commentaire et souvent blessant, salissant. Bien sûr, pour son honorabilité. Élisée, votre point. OK. Moi, je voudrais rebondir sur ce que Herman a dit, qui pour moi est assez pertinent. C'est vrai que, comme j'ai souvent l'habitude de dire, personne ne naît DG. Hein. Voilà, c'est une nomination. Donc, quand on vous nomme, ça veut dire demain, on peut vous enlever. Et je pense que ça doit être dans l'esprit de tous ceux qui sont nommés. C'est une signature qui vous nomme, c'est cette même signature qui peut demain vous enlever. Mais je pense que, comme Herman le dit, pour une question de redevabilité vis-à-vis des populations, il est quand même bien aussi qu'au niveau du gouvernement, on ait un minimum d'informations, d'abord même sur la nomination des individus. C'est vrai que c'est des prérogatives du chef de l'État de nommer qui il veut, à quel moment. Les choix qui motivent telle ou telle personne. Mais c'est important pour la société. Vous savez, quand nous on dit le matin à nos enfants, allez à l'école, travaillez bien, soyez brillants et tout ça, c'est parce que justement on a des modèles comme repères. Et on veut que ces enfants-là ressemblent à ces modèles. Parce qu'on estime qu'ils sont là, c'est par rapport à leurs compétences. Tout à fait. Donc il est quand même bien qu'on évoque, cette personne a été mise ici, parce que voici l'expérience dont elle jouit. C'est important. Maintenant, quand demain elle n'est plus là, OK, on l'a enlevée, parce qu'elle est arrivée au terme du contrat qu'on lui avait assigné, c'est-à-dire 2 ans ou 3 ans.
Donc, on est libre de la libérer, ou bien parce qu'on estime qu'il y a eu des manquements dans la gouvernance. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez volé, Tout à mais fait. que vous avez détourné. Mais au moins, vous dites aux populations, il y a eu quelques manquements dans la gouvernance, il y a eu ceci, Et c'est je pense que important. votre point est important, en fait. Voilà. Ce distinguo à faire. Mais oui, c'est important. C'est-à-dire que ça évite de jeter l'anathème sur des gens. Parce que quand ça se passe de cette manière-là, on va dans tous les sens. Vous voyez, là, certains sont en train de dire, non, la dame, elle a détourné, elle a fait ceci, elle a fait cela. Je pense que quand même, pour l'honorabilité des gens, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Moi, cette dame, je me suis permis d'aller voir un peu son parcours. Mais c'est une dame extrêmement brillante. Absolument. Elle a le bac au lycée Sainte-Marie, bac C, en 1986. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur à Paris 9. Elle est titulaire d'un diplôme supérieur de gestion des télécommunications à Évry qu'elle a obtenu. Elle a fait 30 années d'expérience dans des structures nationales comme internationales. Elle a été directrice générale au ministère de l'économie numérique. Mais une personne pareille, c'est une personne compétente. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris au dépourvu. Donc, aujourd'hui, qu'on la mette, qu'on nous dise voilà pourquoi on l'a mis, on voit. Et puis demain, on dit, bon, elle n'est plus là. Enfin, comme je le dis, personne n'est DG. C'est clair. Donc, quand on te nomme DG, demain, on va t'enlever. Mais au moins, pour l'honorabilité de la personne, on explique que non, cette personne n'a pas, parce que son contrat est arrivé à fin, parce qu'on lui avait dit que c'était pour 2 ans, pour 3 ans qu'elle était là. On a pris la décision. Ça libère tout le monde et ça évite toutes les suspicions. C'est important. Nous autres, là, on veut être DG demain. Bon, il ne faut pas aussi qu'on nous débarque et puis toute la Côte d'Ivoire dise qu'ils ont passé leur temps à critiquer sur le plateau, alors qu'eux-mêmes, c'est des détourneurs. Donc, tout ça, c'est quand même bien qu'on regarde ça de près. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Et assurément qu'on aura donc la suite de cette affaire. Regardons maintenant notre point 2 d'échange ce soir, chers amis et chers téléspectateurs. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui divise le district d'Abidjan, la mairie de Port-Bouët et le ministère des Ressources halieutiques? On fait un point de situation très succinct avec vous, Marius Komoé. Alors, ce qui s'est passé à Port-Bouët est du fait simplement du directeur, pourrait-on dire, pour conclure, par intérim, directeur par intérim de l'abattoir, dans la mesure où, si nous nous référons donc aux faits, il y a ce qu'on appelle la loi qui donne toutes les responsabilités au ministère en charge des ressources halieutiques de faire le contrôle des denrées animales et d'origine animale. Et donc, il y a un code de la santé publique vétérinaire qui a été adopté le 30 décembre dernier, le 30 décembre 2020, et qui renferme un chapitre qui est dédié à la sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale. Et donc, c'est dans cette perspective que, dans la mise en œuvre de ce code, le ministre en charge des ressources halieutiques a le plein pouvoir de nommer par arrêté ministériel les inspecteurs et autres certificateurs qui ont en charge justement d'aller sur le terrain pour s'assurer que tout ce qui est mis sur le marché de la consommation en matière de denrées animales et d'origine animale, tout ce qui est mis sur le marché est conforme justement à la réglementation en vigueur et donc ne présente aucun danger à la consommation humaine. Et donc, dans la perspective de la mise en œuvre de cette disposition de nos lois, le ministre, bien évidemment, a nommé les inspecteurs et les a formés. Et donc, il fallait organiser une cérémonie au cours de laquelle il fallait donc leur attribuer leur diplôme de formation, mais également le matériel nécessaire pour la prise de fonction, de leur fonction. Et donc, ils ont écrit au ministre-gouverneur du district d'Abidjan au fin d'occuper l'esplanade de l'abattoir de Port-Bouët pour cette cérémonie à laquelle d'ailleurs le préfet d'Abidjan avait été invité. Et malheureusement, sur le terrain, ils ont été confrontés donc à une situation peu véritablement réluisante. C'était donc le lundi 18. Voilà, et vous voyez même dans l'élément filmé qui passe sur les réseaux sociaux, c'est le téléphone du directeur régional du ministère d'Abidjan, le directeur régional d'Abidjan du ministère des Ressources halieutiques, qui a été cassé par le directeur par intérim de l'abattoir. Et donc, tous ces gens en chasuble que vous voyez là, ce sont des loupards que, dit-on, sont venus, oui, de... Comme pour l'instant, on n'en sait rien, essayons de biaiser. Ah non, moi, je suis allé sur le terrain. Et vous avez confirmé que c'était des loupards? Bien et bien. Très bien. Alors, en tout cas, ce n'est pas des agents qu'on dit être du gouverneur du district. Très bien. Alors, cette vidéo... Et le directeur par intérim de l'abattoir a dit bel et bien devant qui veut l'entendre que c'est lui qui les a fait venir.
Très bien. Je voudrais juste informer donc nos chers téléspectateurs que cette vidéo a été récupérée sur la page du ministère des Ressources halieutiques, à l'effet, page Facebook, voilà, du ministère des Ressources halieutiques. Très bien. D'ailleurs, pour terminer, Donc, voilà. je voudrais vous rappeler qu'à la question du ministre Sidi Touré, de savoir pourquoi tout ce grabuge, le directeur par intérim de l'abattoir a dû lui rétorquer qu'il ne répond pas de lui. Et que lui, il répondait du gouverneur, du ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Alors, sur ces mots, le ministre Sidi et sa délégation ont dû donc plier Repousser bagage chemin. et se retirer pour éviter toute situation dommageable. Très bien. Alors, il s'agit donc ici, tel que vous nous l'expliquez, tel que nous l'avons lu hein, dans certains rapports de confrères, de challenge. En fait, on va dire, après cela, on a eu à assister à une guerre de communiqués. communication, Chacun donc fait son communiqué pour bien comprendre. Il y a des textes qui régissent l'installation et la gestion justement de l'abattoir, du personnel vétérinaire de l'abattoir. Essayons de savoir un peu plus, Daouda, quelle est votre lecture au-delà, justement sur la vérité des textes? Qui fait quoi? Qui gère quoi, Daouda? Bon, avant de rentrer dans les textes, moi je ne saurais reconnaître un louba sur une vidéo, j'aimerais faire la précision. Donc je ne peux pas savoir qui est louba, qui n'est pas louba. J'ai vu. Pas nécessaire. Si c'est nécessaire pour moi. Daouda, répondez. c'est pas vous qui l'avez dit. Marius, laissons, je suis là, c'est pas la peine de réagir là-dessus. Donc comme je disais, je ne saurais pas Allons-y reconnaître un directement louba. sur le point. Oui. Mais pour ce que je sais, pour l'information que j'ai, c'est qu'à la vérité, l'abattoir, en fait, est sous la gestion du district autonome d'Abidjan. Ça fait partie de leur patrimoine. Maintenant, pour ce qui concerne les services vétérinaires et autres, ça, c'est du ressort, en fait, du ministère des Affaires halieutiques. Et selon les informations qu'on a pu avoir, qui ne sont pas dans les communiqués, bien entendu, en vérité, lorsque le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo a eu à faire des réaménagements là-bas, ce qu'il a fait, il a demandé à tous les agents, c'est-à-dire que les vétérinaires, de regagner leur base. Leur base, donc le ministère. Le ministère. Parce qu'en vérité, comme étant, selon les infos que j'ai, il doit faire une demande pour dire j'ai besoin de X, Y, Z. C'est le district qui fait la demande. Qui a fait la demande. Que nous avons besoin Nous de avons besoin vétérinaires. de vétérinaires, Très de bien. ça, de ça, de ça, de ça. Or, l'équipe qui était là avant, en gros, ils les avaient plus ou moins démis, en fait, un peu de leur fonction. Donc, techniquement, dans cette activité, selon ce que j'ai comme information... Qui les avait démis? Le district. Très bien. Le district aurait démis donc les Voilà. vétérinaires présents. Voilà, pour dire, regagnez votre base, le temps qu'on puisse mettre de l'ordre à l'abattoir dans tout ce capharnaüm. Très bien. Et donc, ils ont fait une demande. Donc, les mêmes personnes encore qu'il avait démis, les mêmes personnes, c'est les mêmes personnes qui ont été encore une fois de plus ramenées. Pour installation. Pour installation. Le 18 donc dernier. Voilà, donc... Ramené les par le ministère. par le ministère des Ressources halieutiques. des ressources animales et halieutiques. Pour ma part, quand j'ai fini de dire tout ça, j'estime que pour ma part, moi je dis, il y a un problème d'ego en fait. C'est-à-dire? Non, c'est un conflit. Pour moi, je me dis c'est un conflit d'ego entre peut-être le district. Conflit d'ego au premier point, et puis conflit de compétences sur le territoire de l'abattoir. Et pour moi, j'estime que ce n'est pas nécessaire, d'autant plus que, les deux personnalités sont du même parti politique. Ils auraient pu se parler entre eux. Ils ne se sont pas parlé. L'affaire s'est retrouvée sur la place publique. J'avoue que pour moi, c'est vraiment désolant en fait. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a l'affaire du ministère des Affaires halieutiques. Mais Ministère des Ressources animales et halieutiques. Merci beaucoup pour la précision, Herman. Mais avant ça, il y avait eu l'affaire de... La mairie. La mairie de Port-Boué qui se battait encore Juste- pour le même territoire. Très bien. Alors, Herman, avec vous, j'aimerais qu'on puisse essayer de regarder un peu les textes. Je pense que les textes essaieront de nous départager, de montrer un peu la responsabilité ou les limites de chacun. Daouda l'a dit, le district a en charge donc la gestion de l'abattoir. Où est-ce que s'arrête sa limite et où commence celle donc, du ministère? Bon, je prends la loi qui crée les districts, surtout le district autonome d'Abidjan qui organise le district autonome d'Abidjan. Compétence du district autonome d'Abidjan, c'est le titre 2. L'article 4 qui présente ici les compétences du district. Première compétence, la protection de l'environnement. Deuxième compétence, la planification de l'aménagement du territoire du district autonome. Troisième compétence, la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation. Cinquième compétence, la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel. Sixième compétence, la lutte contre l'insécurité.
Septième compétence, la protection et la promotion des traditions et coutumes. Donc, le district est véritablement dans son droit lorsque, pour question de cadre de vie, de l'urbanisation, de protection de l'environnement, vient déguerpir, casser des endroits qui sont vétustes. Et aussi, dans la charge qui lui a été confiée par rapport à l'abattoir, le district peut. Mais ce qui peut gêner, c'est lorsqu'on casse des endroits qui sont insalubres, qu'on a jugés insalubres, on déguerpit, et qu'on vienne maintenant de dresser d'autres bâtiments. Et je pense que le district n'a pas le droit de dresser d'autres bâtiments si ce n'est pas dans le cadre d'embellissement de la ville d'Abidjan. Quel est le texte de loi qui donne cette compétence? Mais je viens de dire, oui, je sais. Donc je parle de la construction, de l'équipement. La construction, tout ce qui concerne comment on appelle les projets sociaux et autres, c'est l'affaire des mairies. Le district a un pouvoir d'aménagement, de protection, de faire en sorte de mettre fin à l'urbanisation. Pour rester là, je prends même la question pour le MIRA, le ministère des Ressources animales et halieutiques. Leurs compétences, c'est écrit bien ici. Hein. On convoque pour le ministère des Ressources animales et halieutiques a compétence au regard de la loi 2020-995 du 30 décembre 2020. Il est bon de savoir que le contrôle et l'inspection sanitaire vétérinaire est une prérogative du ministère. Oui. Donc, si la loi le dit, ce n'est pas à M. Cissé Ibrahim Congo d'enlever, de démettre des inspecteurs pour contrôler ou bien les installer. Et ce n'est pas forcément le personnel que lui souhaite avoir en termes d'inspecteurs vétérinaires, ce n'est pas à lui de les choisir. C'est le ministère qui doit les lui envoyer. Donc, ils s'entendent et puis le ministère les lui envoie. Parce que, imaginons un seul instant, on suppose que depuis qu'il est en train d'assainir l'abattoir, il a débarqué ses inspecteurs. Mais d'où vient, qui inspecte alors la viande qu'on consomme à Abidjan? Il y a un problème de forme et je ne sais pas. Alors, Herman, je vous arrête là juste pour vous lire une partie, puis on va essayer ensemble de débriefer. La gestion des abattoirs en Côte d'Ivoire, on le sait, a été donc transférée à la ville d'Abidjan, puis au district depuis 1980. Ce transfert de compétences est encadré par loi et décret qui confère au district la responsabilité, vous l'avez dit, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Selon ces textes, le contrôle sanitaire vétérinaire relève également de la compétence du district autonome d'Abidjan. Comment comprendre? Le MIRA a donc à la responsabilité. Oui. Le district nous dit qu'ils ont aussi la responsabilité. Oui, mais je dis qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est la guerre des communiqués, des lois et autres. Je pense qu'il faut qu'on donne juste les dates. Donnez-nous juste les dates. Attends, ça va nous faciliter la tâche. Ce que vous avez lu là, elle date de quand? Cette loi qui dit ça. 1980. La date que lui, il a lu date de quand? 2020. 30 décembre 2020. C'est une loi. Moi, je pense que c'est clair. Hein. Souvent, quand il y a des conflits de prérogatives comme ça, ça cache souvent des conflits d'intérêts. Est-ce qu'aujourd'hui, et on peut même dire que peut-être il y a une entité qui veut outrepasser les limites de ces prérogatives. Et il faut regarder, parce qu'il n'y a pas de problème. Heureusement qu'on a appris que le Premier ministre lui-même est en train de se charger de régler la question avec les différentes entités. Il faudrait que chacun, et c'est vraiment dommage, Élisée l'a dit, qu'on puisse voir des délinquants, moi je ne dirais pas Louba, des personnes, on a vu avec quelle colère des autorités d'un pays, parce que le gouverneur du district lui-même, s'il était victime de ces genres d'agissement, je crois que personne n'allait le tolérer. Et donc, il faut respecter les autorités. Un ministre de la République arrive à un endroit, s'il y a véritablement, on veut mettre fin à l'activité que ce ministre vient de faire, il y a la police peut-être, il y a des moyens, la justice et autres, et non pas que des personnes qu'on n'arrive pas à identifier, parce que tout à l'heure, c'est ça, on ne sait pas si c'est la police du district, si c'est la police municipale, ou bien c'est un truc qu'on n'arrive pas à identifier, puisse venir se comporter ainsi. Très bien, et voir même l'agissement du directeur par intérim de l'abattoir. Je pense que ce n'est pas des gestes élégants et ça n'apporte pas, ce n'est pas l'image qu'on doit pouvoir
donner, surtout qu'on sait combien le président de la République, souvent, il va de l'élégance quand il s'agit des rapports avec ses autres collaborateurs. Alors jusqu'à présent, on attend un peu la réaction donc, du district par rapport à cette vidéo, assurément qu'elle viendra. Mais Élisée, pourquoi selon vous, le district estime avoir également la capacité de la gestion de l'abattoir, surtout parlant du contrôle sanitaire et vétérinaire? Tout à l'heure, j'ai fait exprès de vous poser la question pour voir les dates en termes d'antériorité, pour voir quelle est la loi qui vient avant laquelle. Et vous savez, en termes de loi, celle qui est la dernière à être prise, elle abroge, cette loi, voilà, c'est cette loi-là qui est la plus importante. Je pense qu'on ne reviendra pas sur... Le commentaire a été suffisamment fait sur la question. Moi, je ne veux même pas rentrer dans le fond du problème, parce que pour moi, le fond, il est en train d'être, comme eux-mêmes l'ont si bien dit, en train d'être traité par le chef du gouvernement, le Premier ministre, parce que les deux entités dépendent de lui. Mais est-ce que ce n'est pas justement ça qui crée le problème? Non, je vais y arriver. Okay. Je vais déjà... Non, le fond, je pense qu'on a compris. Moi, quand on finit de me dire que le MIRA, au regard d'une loi qui date de 2020, voilà les compétences, et qu'en réponse, quelqu'un vient me citer une loi de 1980, le débat est clos. Parce que vous pouvez pas venir m'évoquer une loi de 1980, pendant qu'en 2020, on a fait une loi. Donc vraiment, excusez-moi du terme, mais on est encore suffisamment intelligent pour savoir où la vérité se trouve. Donc sur cette question, moi je vais déjà regarder dans la forme. Donc moi le fond, il est déjà évacué. Et le Premier ministre se chargera de sanctionner qui doit sanctionner ou de faire ce qu'il doit faire, les médiations qu'il faut. Moi je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. Mais je veux même regarder dans la forme. Moi je veux juste qu'on reste même sur la forme. Sur la forme. Mais la République a été bafouée. Comment cela? Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais un ministre de la République, accompagné d'un préfet, celui qui représente l'exécutif dans une ville, le préfet à Abidjan, là, il représente le président de la République. Il se déplace avec un ministre. Regarde comment ils sont malmenés et à la limite même humiliés. Mais c'est la République qui est bafouée. Moi, je pense que juste même pour l'image, ça dit ça seulement, on ne va même pas spéculer. Juste pour cette image-là, il y a des sanctions qui doivent tomber. Lesquelles par exemple? Je pense. Lesquelles par exemple? Mais que tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, invectivé le ministre, qui ont porté atteinte à l'honorabilité du préfet et du ministre, ceux-là doivent être sanctionnés, débarquer de leur poste. Moi, je pense. C'est le minimum. Parce que si vous le faites au préfet, mais c'est au chef de l'État que vous l'avez fait, peut-être que les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas ce que représente un préfet. Mais le préfet, c'est l'émanation, le représentant du chef de l'État dans une zone. Et lui manquer du respect. Et au ministre qui représente le gouvernement, je pense quand même que si on est tous unanimes, qu'on est dans une république et qu'on n'est pas dans une anarchie, quelque chose doit être fait. Christelle, moi je pense qu'il faut remettre dans l'esprit des citoyens le civisme. Fût-ce directeur de l'abattoir, tu es directeur de l'abattoir, c'est directeur de l'abattoir, ça s'arrête là. Tu n'es pas au-dessus d'un ministre, je suis désolé. Quelle que soit ta colère, tu ne peux pas invectiver un ministre. Non, parce que la République qui t'a mis directeur là, qui fait que tu fonctionnes là, la République là, elle est incarnée par des institutions. Et le ministre en fait partie. Donc, vous ne pouvez pas vous comporter vis-à-vis du ministre de cette manière-là et puis continuer à pavoiser dans la ville. Ce n'est pas possible. Moi, je suis même surpris. Je pense même qu'on m'aurait fait un communiqué où on m'a dit, par exemple, que le district, à la suite de cet incident-là, a pris des mesures conservatoires, parmi lesquelles la suspension du directeur de l'abattoir ou bien de tous ceux qui sont, en tout cas, qui ont posé des actions dans ce sens-là. Moi, c'est ce à quoi je m'attendais, justement. Honnêtement dit. Parce que je peux pas... Peut-être que ça va venir, Élisée. Non, parce que moi, je suis foncièrement attaché à la République. Christelle, excusez-moi. Mais vous ne pouvez pas imaginer ma douleur et ma colère d'assister à une telle scène. Là, il y a des opérateurs économiques qui n'ont absolument rien à voir dans le conflit. Peut-être de compétences. Je ne vais pas rentrer dans le fond parce que je ne le maîtrise pas bien. Mais celui à qui on a loué la bâche, les chaises et autres, tout ça, et qu'on est venu brûler la bâche et les chaises, qui lui rembourse? Vous ne pouvez pas dire dans un État, quand on veut encourager l'entrepreneuriat, des individus se lèvent, ils montent leur affaire, et puis des gens qui sont l'émanation, parce qu'ils disent qu'ils viennent d'un certain nombre de responsables, qui sont l'émanation du gouvernement, vont venir saccager tout ça. Il y a une contradiction. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'on est en train de faire un effort pour pouvoir permettre aux citoyens de s'en sortir, et puis en même temps, poser des actions qui sont de nature à détruire les activités d'un opérationnel. Celui qui a mis les bâches et chaises, ce n'est pas les bâches et chaises de M. Sidi. Je suis désolé, c'est un opérateur privé. Très bien, Élisée. Donc, je pense que dans la forme, déjà, il y a quelque chose à faire. Ça, je le dis honnêtement. Et sincèrement dit, si tant est qu'on veut donner... On termine dessus. Si tant est qu'on veut donner une leçon de civisme aux plus jeunes, et si on veut donner une trajectoire qui soit des plus responsables pour une république, parce que c'est ce que nous on revendique, et jusqu'à preuve du contraire, moi, ce qu'on me montre autre chose, j'estime que je suis dans une république, ça ne peut pas rester sans suite. Très bien. Alors, Marius, comme vous avez fait le point de situation, maintenant, j'aimerais avoir votre commentaire. On a déjà
les points. On sait qui a fait quoi. Qu'est-ce que la loi dit? J'ai posé également la question, et j'ai fait exprès de revenir là-dessus, que le district, donc dans les textes qui sont produits pour la meilleure compréhension de ce dossier, on nous rappelle que le district a aussi, depuis 1980, le contrôle vétérinaire. Élysée a fait donc le rappel, attention, en 2020, il y a une loi telle qu'Herman l'a dit. Au total, quel est votre commentaire, Marius Komoué? Non, à ce jour, et pour ce que nous savons dans le fonctionnement de la République de Côte d'Ivoire, la formation, le recrutement des médecins vétérinaires relève de la compétence de Oui, l'État ça vous de l'avez Côte déjà d'Ivoire. dit. Ouais. Et ça, Ouais. c'est Ça a été déjà le dit. MIRA. Oui. Et donc, le ministère des Ressources halieutiques, il n'y a pas de débat là-dessus. Et d'ailleurs, les lois que vous avez rappelées de 2020 ont modifié... Celle de 80. Exactement. Et ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, par tous les ateliers que nous avons faits en Côte d'Ivoire relativement donc, au contrôle des denrées animales et d'origine animale, c'est avec le MIRA, le ministère, jamais avec le district, on a parlé de vétérinaires et tout ça. Ils ne recrutent pas. Eux, on leur affecte justement des vétérinaires au niveau des abattoirs, puisque les abattoirs sont gérés par le district. Mais l'obligation de l'État de s'assurer que les denrées d'origine animale, sinon les denrées animales et d'origine animale qui sont mises sur le marché de la consommation, soient bien traitées pour éviter justement que ces denrées-là présentent des dangers à la consommation humaine, eh bien l'État se donne les moyens de former des vétérinaires et de les envoyer faire ces contrôles sur l'abattoir. Et donc, personnellement, et je rejoins Élysée, il faut véritablement que la République s'instaure. Nous sommes véritablement attachés effectivement à la République. Nous sommes des amoureux de la République. Parce que, comme je l'ai souvent dit, on ne peut pas être dans une République. La République, c'est les lois. La République, c'est des dispositions légales qui permettent qui devrait plus permettre qu'un homme soit un loup pour l'homme et que chacun fasse tout et n'importe quoi et que la liberté de quelqu'un ne contraigne pas le droit ou la liberté de l'autre. Donc il faut que la République s'instaure de sorte à ce qu'on n'assiste pas à ce genre de scènes. Quoi qu'il en soit, je pense et je suis convaincu que nos autorités, d'ailleurs le Premier ministre Élysée l'a souligné, a pris le dossier entre ses mains, s'est saisi de l'affaire, et tel que nous le connaissons dans sa rigueur, des décisions seront prises. Et je pense que lui, il n'est pas là dans les à peu près. Il sait au moment où il faut taper sur la table, il sait le faire. Et au moment où il faut prendre de telles décisions face à un ministre de la République qui a été à la limite ridiculisé, eh bien, je pense qu'ils en tireront toutes les conséquences, y compris le ministre-gouverneur lui-même. D'accord, très bien. Alors, sur le point donc des personnes qui étaient un peu en agissement suspect, que vous avez trouvé sur site, Marius, que moi j'aimerais qu'on puisse essayer de revoir. Ce sont vraiment des loupards que vous avez trouvés là sur site ou des personnes avec des comportements douteux? Pour ce que nous savons, c'est le directeur par intérim, celui-là même qui a arraché le téléphone du directeur régional d'Abidjan, du ministère en charge des ressources halieutiques, qui a dit qu'il les a fait, c'est lui qui les a fait venir. Ah, il a dit, lui-même, devant toute l'Assemblée. Je les ai fait venir. Il dit, c'est moi qui les ai fait venir. Comment les a-t-il qualifiés, Marius? Il dit, c'est moi qui ai fait venir ces gens-là. Vous les laissez. Donc, eux, ils portaient des chaussures avec des logos du district. Donc, ce n'est pas des loupards, en fait. Non, mais ce n'est pas non plus des agents du district. Rien ne l'attestait. Très bien. Et le chasuble déjà l'atteste, oui, vous avez dit qu'ils portaient des chasubles. On a dû la distribuer. Oui, mais je veux dire, en fait, les mots sont un peu... Il faut qu'on puisse assumer. Restons factuels. Donc, vous avez trouvé des personnes avec des chasubles district d'Abidjan. Vous avez trouvé des actions douteuses. Mais dire que c'est des loupards, si vous confirmez, ce serait encore un peu plus grave. Non, soyez rassurés d'une chose. Aidez Marie sur la question. M'aider, non. Oui, il ne veut pas être aidé, apparemment. Mais laissez-le, allez-y. Ce que je veux dire, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce sont des personnes qui sont des loupards, puisque au moins le directeur qu'on appelle par intérim de l'abattoir, a estimé que ce sont ces hommes, et en plus, ils étaient dans les chasubles. Ils ont eu des comportements de délinquants, mais ça ne demande pas ce ne sont pas des loupards. Je ne pense pas que ça soit forcément des loupards, puisqu'ils sont formellement identifiés par les chasubles qu'ils portent. Je voudrais donc dire, dans une république, quand on a été formé par la République et qu'on exerce une fonction au nom de la République, on a un comportement qui diffère du comportement d'un petit voyou.
C'est clair. C'est clair. Je vous le dis de façon claire et distincte. Et ça, c'est le comportement de Louba. Ce n'est pas des comportements d'agents de la République. Parce que c'est ça la réalité. Même qu'un directeur d'un abattoir, qu'il soit intérimaire ou pas, se mette devant un ministre qui lui demande pourquoi tous ces grabuges et qu'il rétorque au ministre qu'il ne répond pas de lui, mais le débat, il est clos. Le débat, il est largement clos. Et je pense que nous avons l'obligation de faire écho de cette dérive que nous constatons dans la gestion de la chose publique. Et c'est ce que nous avons fait. Merci Marius Kemoué. Daouda, votre point. Je vous voyais réagir lorsque Élisée avait la parole, Marius, avec un sourire. C'est un sourire qui me dérange. À moins que vous nous l'expliquiez, qu'on comprenne et qu'on sourie avec vous. Allez-y, Daouda. Non, en fait, lorsque Élisée parlait de sanctions, je souriais parce Pourquoi? que je me suis dit, j'espère qu'Élisée aura le courage d'aller au bout de ses idées. Parce que la vérité, quand tu demandes ici de sanctionner le directeur, de sanctionner X, de sanctionner Y, Marius, quand il expliquait la chose, et même dans le communiqué du ministère des... Répète, s'il te plaît. Le ministère des Ressources animales et halieutiques. Voilà, le ministère des Ressources animales et halieutiques, c'est écrit clairement dedans. Le directeur par intérim a dit qu'il ne répondait pas. Marius l'a dit. Oui. L'a dit, il ne répondait pas du ministre Sidi, il répond du ministre gouverneur Bakongo. Donc si on doit sanctionner, la sanction, ce n'est pas lui. La personne qu'on doit sanctionner, c'est Bakongo. Et quand j'ai commencé à sourire, je me suis dit, mais Élisée, aie le courage de dire, sanctionnons Cissé Ibrahima Bakongo. Herman, non, Herman, tu n'es pas le ventriloque des gens ici sur ce plateau quand même. Excuse-moi. Non, Élisée, il termine et puis vous avez la franchement, parole. ce n'est pas pour t'attaquer. Je souriais sincèrement au fond de moi pour dire, ayons le courage. Parce qu'au-delà de tout ce que tu as dit, on est tous attachés aux valeurs de la République. Et ici, ce sont deux ministres. C'est pourquoi, dès l'entame de mes propos, je disais qu'ils sont tous du même parti, bizarrement. Ils sont tous deux. L'un a été ministre, aujourd'hui, il est ministre-gouverneur. L'autre est ministre des Ressources animales et halieutiques. Mais ils n'ont même pas eu le temps de se parler. C'est pourquoi j'ai parlé de problème d'ego. Voilà, c'est un problème d'ego. Et donc, si sanction il doit y avoir, Élisée, je vais terminer tout ça rapidement. Si sanction il doit y avoir, je pense que la sanction, au-delà du directeur par intérim de l'abattoir, ça doit pouvoir monter jusqu'au premier commanditaire. Parce que ce commanditaire, je pense que lors de la réunion de direction, tu nous l'as clairement dit, ils ont eu une réunion avec le Premier ministre, M. Cissé Ibrahima Bakongo, et M. Sidi Temoko Touré. Donc voilà. Très bien. Ayons le courage. Allons-y. Un peu de courage, Élisée, ça va aller. Élisée, alors Daouda vous a tensé directement. Il estime que vous n'avez pas été au bout de votre idée en réalité. Réaction. Ben, je ne savais pas que Daouda avait la jauge du courage. C'est-à-dire qu'il savait qu'il était courageux, qu'il ne l'était pas. Mais je reste fondamentalement, peut-être qu'il ne suit pas ma démarche. Je pense que quand j'ai expliqué tout à l'heure, je n'ai pas nommément cité des individus pour dire que tel doit être sanctionné ou pas. Je dis le spectacle qui nous a été donné de voir, ce n'est pas un spectacle qui doit rester sans suite. Parce que la République, pour moi, a été bafouée. Et donc, quand je le dis, c'est pour dire quoi? Ceux qui sont habilités à mener toutes les investigations pour en tirer les conséquences et savoir exactement qui sont les éventuels responsables depuis le début jusqu'à la fin, les tenants et les aboutissants, quand ils vont rendre ce rapport-là, logiquement, ça doit entraîner ou ça doit impliquer la mise en route d'une action. C'est de ça que je parle. Cette action doit monter jusqu'au ministre-gouverneur. Cette action doit monter jusqu'à, en tout cas, quelques membres du gouvernement que ce soit. Ça, c'est ceux qui, à la suite de l'enquête générale qu'on verra, mais toujours est-il que pour donner vie à la République, qu'on chérit tant, on ne peut pas regarder un tel spectacle et qu'il n'y ait pas de suite. Ce n'est pas possible, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Très bien, on vous a compris. Herman, pour terminer. Une phrase. Moi, je pense que Daouda n'était pas en train de nous dire que c'est le ministre-gouverneur Cissé Bakongo qui a envoyé, qui a demandé à son directeur par l'intérim de l'abattoir d'agir ainsi. Et je crois que... il est sage aujourd'hui. Daouda, en réalité, vous n'avez même pas la parole. Laissez-le terminer. On a quelques secondes, allons-y. Donc voilà, c'est cette précision, je pense que c'est important. Aujourd'hui, les individus qui sont formellement identifiés sont dans les images et on espère que ce ne sont pas, le commanditaire n'est pas le ministre-gouverneur. Très bien. Merci beaucoup, Herman, parce que c'était le point que j'allais dire pour la chute, justement, de notre temps d'antenne. Tu me dois quelque chose. Voilà, on n'en sait rien pour l'instant. La réunion avec le Premier ministre décidera, donnera peut-être des détails, mais il est bon de constater que déjà le chef du gouvernement a pris déjà la responsabilité de pouvoir gérer le dossier de ramener la paix et la sérénité au niveau donc du gouvernement et des activités gouvernementales. Merci messieurs de vos différents points et au retour, l'entrepreneuriat féminin Patricia Kalou qui nous parlera de la nuit du cinéma ivoirien sera avec nous. À tout de suite.
Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours là, Herman, Élisée, Marius et Daouda. Et justement, avec vous, Daouda, on parle un peu de l'entrepreneuriat féminin. Alors, 132 227 femmes accompagnées justement pour faire des activités génératrices de revenus de 2020 à 2023. Alors, ces chiffres ont été donnés donc par Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique lors de l'ouverture le lundi 18 au Palais de la Culture de la 4e édition de ce qu'il a appelé l'entrepreneuriat féminin des jeunes, placé sous le thème entrepreneuriat et jeunesse féminine, enjeux et perspectives. Daouda. Ouais, je pense que quand on regarde les chiffres, 132 227, pour être plus précis, je pense que c'est un très bon chiffre dans la mesure où vous voyez que le gouvernement de Alassane Ouattara en fait, a fait en sorte que les femmes soient au cœur du système. Parce que quand les femmes sont autonomes, quand elles sont à l'aise, c'est toute la famille qui est équilibrée. Et donc, il a compris ce modus operandi. C'est pour cette raison justement qu'il injecte tous ces fonds-là. Parce que c'est vrai que c'est le ministre de la Jeunesse et de la promotion de l'institution professionnelle qui en parle. Mais au-delà de ça, il y a d'autres ministres qui sont aussi en lead, évidemment, notamment comme la ministre Belmondo Dogo, la ministre Nassane Batouré, qui sont à pied d'œuvre pour aider ces femmes-là, on néglige souvent les petites marmites de beignets qu'on appelle communément gnomi, mais ça nourrit exemple. Oui, en exemple. Ça nourrit des familles. Quand on donne 100 000, 200 000, 50 000, nous ici, sur nos plateaux, on a tendance à dire oui, c'est petit, mais pour ces femmes-là, ce sont de véritables efforts qui sont fournis et ça leur permet de scolariser leurs enfants. Maintenant, la seule chose que j'aimerais dire, juste pour terminer sur la question, c'est de faire en sorte que désormais, on casse moins les tables de ces femmes-là parce qu'il ne s'agit pas de donner aussi de l'argent et après casser les tables derrière. Non, ça c'était la boutade pour que ça soit vraiment véritablement... C'est un cri de cœur. Ces femmes-là, on les aide, mais quand on les aide, il faut les aider jusqu'au bout. Donc voilà. Bien les installer, justement. Bien les installer, c'est important aussi. Pour ne pas qu'elles aient à subir en fait la rigueur de la loi, parce que la loi aussi demande aux districts, on revient là-dessus, d'organiser le territoire. Là, il est fort. Merci Daouda, c'était vraiment tout. C'était vraiment ça le point. Nous allons maintenant parler cinéma. Alors, la promotion du cinéma ivoirien et de ses acteurs pour un secteur plus compétitif, elle en a fait donc son affaire depuis plusieurs années. Patricia Kalou se bat pour récompenser, pour honorer les valeurs du cinéma ivoirien, les séries télé, les documentaires, enfin bref, les différents acteurs, les chevilles ouvrières sont récompensés dans cette merveilleuse nuit. On aura donc cette édition-là cette année, elle est là. Madame le commissaire général, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Notre plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, pourquoi avoir initié, vous qui êtes une ancienne présentatrice de télévision, nos devancières, pourquoi avoir initié un tel projet dans le cinéma cette fois-ci? Oui, à partir de 2019, j'ai été élue à la tête de... En 2016, j'ai été élue à la tête de la CEPACI, qui est la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire. Donc on a réfléchi et on s'est dit, bon, comment marquer la présence, comment marquer ce passage à la tête de la CEPACI. Et donc on s'est rendu compte qu'il manquait un espace pour mettre en valeur, pour donner de la visibilité à nos productions audiovisuelles et cinématographiques. C'est comme ça que la NISA est née en 2019. Et vous le portez très très bien. Alors cette année, quels sont justement les différents enjeux de cette nuit-là? Alors cette année, on fête les 5 ans, c'est vite passé, on fête les 5 ans de la NISA. Et donc, on a apporté quelques innovations sur, par exemple, récompenser le son. Je pense que vous avez constaté que depuis quelques années, nos productions commencent à être des productions de qualité. On essaie de répondre aux standards internationaux, surtout en ayant un bon son, de belles images et tout ça. Et donc, cette année, ce sont des catégories qui sont récompensées. Et puis, pour les 5 ans, on a un jury exceptionnel, qui est un jury international, qui vient du Gabon, du Maroc, du Canada, du Bénin, ainsi de suite, pour encore donner plus de crédibilité à ce prix-là. Herman, question? Moi, ma question, c'est par rapport à cette année, quelles sont les innovations en termes de catégorisation des différents acteurs à primer? Bon, c'est ce que je disais déjà, au niveau même des catégories. Le son n'existait pas, le montage n'existait pas, et on a innové avec les émissions de divertissement qui n'existaient pas aussi. Donc cette année, il y a des émissions qui seront récompensées et donc il y a un jury qui observe quelles sont les émissions qui seront récompensées et qui divertissent le public ivoirien. Ouais. J'espère qu'on est dedans.
Est-ce Non, que on vous dit aviez la parole divertissement. Pourquoi On fait de l'info. Herman, continue. Pourquoi n'avoir pas intégré les contenus informatifs? Parce que vous parlez de divertissement, c'est un choix stratégique. On commence par quelque chose, parce que, comme vous le savez, c'est une fêtière qui organise la Nissa. Donc, on ne dispose pas de moyens, de gros moyens. On essaie au fur et à mesure, en tout cas, de récompenser, de faire rentrer certaines catégories. Mais à long terme, il y a d'autres catégories dont vous parlez qui pourront rentrer dans les distinctions. Daouda, la parole est à vous maintenant. Allez-y. Non, en fait, pour moi, comme elle a parlé de certaines émissions, je pense que une émission comme la nôtre qui fait de l'information, c'est vrai que c'est de l'information, mais en même temps, c'est du divertissement. Je me suis dit, est-ce qu'on sera dedans? Est-ce que c'est du divertissement? Non, on ne fait pas de divertissement. Si, info et divertissement. Et puis, les catégories, je pense, doivent exister sur toutes les chaînes. Parce qu'on ne peut pas choisir une seule émission sur Live TV qui n'existe pas sur les autres chaînes. Ah oui. Parce que ce sont des catégories. Donc, on choisit des émissions qui apparaissent sur toutes les Et grilles après, de le jury programme. se prononce. Exactement. Très bien. Les tendances qui se... C'était l'observation. Non, c'était l'observation. Très bien. Marius Komoé, question, contribution? Bon, juste une contribution très admirative de Patricia Kalou, qui est une femme très déterminée, passionnée dans son art, et qui n'a eu de cesse depuis belle lurette de s'illustrer de la bonne manière. C'est cette image que nous voudrons naturellement faire partager à la nouvelle génération de jeunes dames et de jeunes filles ivoiriennes. Et je pense qu'elle illustre vraiment une telle personnalité. Bravo à vous, bravo à tout ce que vous faites depuis des années, depuis la RT jusqu'ici. Merci infiniment. Élisée? Ok, là, je constate que nous sommes à la 5e édition de la Nissa et je suis très intéressé de savoir quel est aujourd'hui l'impact de la Nissa sur le développement, je vais dire, de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne question et je pense que nous-mêmes, nous constatons, au vu maintenant de la qualité de nos productions audiovisuelles, on sait que par exemple sur les plateaux de télé, tous ceux qui tournent se disent cette année il faut qu'on ait la Nissa, donc on se met au travail, le son, la qualité des images et tout ça. Donc aujourd'hui, il y a cette concurrence entre les productions et c'est une concurrence très positive parce que depuis un moment, en tout cas, on se rend compte que nos films sont en train de monter en qualité et on pense en tout cas que très humblement, c'est l'impact de la Nissa. C'est vrai que les films montent en qualité, je rebondis un peu dessus, ça je le constate aussi et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on suit en tout cas les productions ivoiriennes. Mais je ne perds pas de vue qu'au-delà de tout ça, ceux qui nous offrent ce plaisir-là méritent quand même de vivre dans des conditions décentes. Est-ce qu'aujourd'hui la Nissa a eu un impact sur, je dis, les conditions de vie, les conditions de tournage, de travail de ces acteurs-là? C'est une très bonne question. Cette année, par exemple, au sein du comité scientifique, nous avons fait en sorte que toutes les chaînes de télé soient là. Donc, les chaînes de télé ont profité pour acquérir des productions. Donc, il y a une économie qui est en train de se faire autour de la Nissa aujourd'hui. Parce qu'il y a des productions qui n'ont pas la capacité de pouvoir approcher les responsables d'acquisition. Et donc, il y a eu un vrai marché cette année qui s'est fait, où toutes les chaînes, en tout cas la plupart, ont profité pour acheter des programmes. Et donc, il y a des producteurs qui ont été totalement dépassés par le fait de pouvoir vendre des programmes dans cet événement-là. Et donc, ça crée une économie aujourd'hui. Et ils vendent ces programmes-là où? Aux chaînes de télé. Aux chaînes de télé. Et cela, donc, in fine, réagit sur les acteurs et actrices. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Herman? L'autre question, c'est, j'ai cru entendre qu'il y a des catégories, par exemple, que vous avez mélangé plusieurs genres. Est-ce que, pourquoi vous avez changé ce formule? C'est dû à quoi? Surtout qu'il y a des acteurs, on m'a dit qu'il y a une catégorie où vous mettez, je crois, séries télé, court-métrage, long-métrage et autres là, ensemble. Il y a un acteur qui m'a dit, par exemple, que c'est comme si on mélangeait des tomates, et, enfin, on mélangeait tout le monde. Non, pas du tout. C'est une catégorie internationale parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des acteurs internationaux qui participent à nos films. Donc, il y a des acteurs, mais ils ne sont pas aussi nombreux. Donc, on a créé une catégorie d'acteurs internationaux qui ont joué, par exemple, dans des longs métrages, dans des séries. Et donc, cette catégorie-là, c'est la catégorie internationale. Très bien. Daouda? Après 5 ans, franchement, j'ai regardé l'année passée, c'était très bien, où j'ai vu qu'il y avait un autre DE qui était Nissa d'Or. Nissa d'Or. Hyacinthe Ousso, oui. Avec d'autres séries qui sont sorties. Ça, c'était en 2020. Quand vous vous projetez dans 5 ans, où est-ce que vous vous voyez avec la Nissa? Dans 5 ans, eh bien... Parce que l'anniversaire, c'est le moment de se poser en fait, mais on se pose pour... Voilà. Bien sûr, déjà notre objectif pour les 5 ans, c'était d'ouvrir la Nissa aux pays de la sous-région. Parce que je vous avoue qu'il y a plusieurs pays de la sous-région qui veulent participer. Et nous, on se disait, comme il n'existait pas d'espace pour faire la promotion de notre cinéma, on a gardé la Nissa fermée pendant 5 ans pour nous.
Mais notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'ouvrir à tous les pays qui veulent participer pour que la Nissa soit encore plus grand et que ce soit un événement inclusif, un événement africain tout simplement et pas ivoirien. Très bien. Élisée? Ok, moi je voudrais savoir, est-ce que vous n'envisagez pas, pardon, en termes d'héritage de la Nissa, de préparer ou bien de proposer une académie de formation? C'est vrai que vous avez eu un projet tellement intéressant de faire la Nissa qui célèbre les talents, mais au-delà de ça, en termes d'héritage, est-ce que vous n'avez pas ce projet aussi? Déjà, la Nissa, la soirée, c'est vraiment le clou de la Nissa. Hier, on a eu des formations. Donc, hier, on a eu une formation avec le Burida sur les droits. Et on a eu une autre formation avec le FONSIC sur le montage de projets. Parce qu'il est très important, quand vous êtes dans notre domaine, de pouvoir monter des projets. Il y a des guichets internationaux et malheureusement, les producteurs ivoiriens ne profitent pas beaucoup de ces guichets internationaux parce qu'on a des problèmes de montage de projets. Donc hier, il y a eu cette formation-là. Et donc, autour de la Nissa, on a des formations et on permet aux uns et aux autres de pouvoir vraiment se spécialiser. Donc, ça peut être une très bonne idée. Je pense qu'à long terme, pourquoi pas, on pourrait. Ce serait bien d'avoir une académie qui rassemble tous ces corps de métier-là. Voilà, on a beaucoup d'idées. On prie pour avoir beaucoup de moyens parce que ce n'est pas évident. Ce n'est qu'une fêtière qui porte tous ces projets-là. Et donc, je pense qu'à long terme, on pourra peut-être institutionnaliser cet événement puisque Madame la ministre de la Culture, en tout cas, je profite de votre passage pour pouvoir la remercier, nous porte énormément avec toutes les institutions. Et donc, je pense qu'on va institutionnaliser la Nissa pour que vraiment tous ces projets qu'on a, on puisse les mettre en pratique. Si d'aventure, demain, il arrivait vraiment de faire cette académie, je peux vous proposer un nom, quoi. L'Académie Élisée Boulbé. C'est terrible, ça. Non, mais vous tirez à chaque fois le drap vers vous. Marius, question. Je suppose qu'un tel événement devrait mobiliser justement les annonceurs. Et à la matière, est-ce que vous êtes véritablement bien accompagnés? En tout cas, on a des annonceurs, mais comme vous le savez, les annonceurs, ça ne suffit jamais, parce que ça coûte cher. C'est un événement prestigieux, avec un positionnement qu'on a voulu prestigieux pour notre cinéma. Et l'Hôtel Ivoire, c'est très cher avec tout ce qui se passe. Vous êtes au Palais des Congrès? Au Palais des Congrès, on a des délégations qui sont arrivées du Gabon, du Canada, des États-Unis et tout ça, parce que ce sont des équipes de production qui ont participé à des films et donc qui sont arrivées justement pour la Nissa. Moi, je suis très content en tout cas. Vous êtes très content? Oui, très content parce que quand je vois les images, je vois les acteurs qui sont célébrés, parce qu'il m'arrive de regarder la cérémonie des Oscars. Moi, ça me replonge dans ces cérémonies-là, de voir les acteurs célébrer un jour, parce qu'ils travaillent pour nous, ils nous divertissent, ils font en sorte qu'on s'amuse bien et autres, mais souvent de fois, leur travail n'est pas mis en lumière. Quand un seul jour, on choisit de les célébrer, je dis vraiment chapeau. Je suis d'autant plus d'accord qu'il y a ceux qu'on voit devant la caméra, mais il y a le backstage qui sont à l'arrière, qui sont des techniciens, qui nous mettent en valeur. Et c'est vraiment très important de récompenser ce travail-là. Ah oui, ça c'est clair. Hein, ça c'est clair. Herman? L'année dernière, j'étais très heureux de participer à l'événement. C'était très, très, très enrichissant. En même temps, je profite qu'on a du temps. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes catégories qu'il y a et peut-être des nominés, qu'on peut connaître certains nominés? Bon, est-ce que vous avez le droit de donner les nominés par catégorie? Non, les nominés, il y en a beaucoup. Il y en a une centaine, donc je ne peux pas les citer. C'est clair. Et puis les catégories, il y en a pratiquement 23, 24 catégories, donc il y en a beaucoup. Et puis il y a les icônes, qui sont des personnes qu'on va célébrer. Par exemple, je vous donne une exclusivité. Il y a Timothée Bassori, qui est le producteur du tout premier film ivoirien. La femme au couteau? Tout premier film ivoirien. Qui est vraiment dans une chaise roulante, qui est vieux, qui est très âgé, mais qui va lancer un message justement pour les 5 ans, parce que c'est un précurseur, et c'est lui qui a ouvert la voie du cinéma en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et je pense que ce film-là avait pour titre La femme au couteau. Exactement. Si je ne me trompe pas, en blanc et noir. Exactement. Très, très Donc bien. on a vraiment des exclusivités comme ça, des anciens qu'on est allé chercher et qui seront là justement pour les 5 ans. En parenthèse, est-ce qu'on a des nouvelles de celui qui a fait Aziza de Niamkoko? Non. Non, on n'a pas de nouvelles. Très bien, c'est un film qui m'a marqué. Élisée, vous avez un point. Ne me dites pas encore que vous allez le nom de l'Académie. Il a de très bonnes idées, on va profiter. Voilà, je pensais faire partie des ancêtres sur ce plateau, mais je vois que Christelle vient de me ravir cette femme-là en rappelant le couteau, le couteau de je ne sais qui. La femme au couteau. Voilà, donc elle m'a ravi cette place-là. Ok. Non, moi, c'était juste savoir si aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au cinéma, est-ce que ce métier réellement nourrit son homme aujourd'hui sur nos tropiques?
Moi, je comme pense que... Hollywood, comme pas Hollywood, non. Bollywood ou Pas, même pas Bollywood, comme Nollywood, Nollywood. Nigérian. Nigérian. Nigeria. Moi, ce que je pense, c'est que notre industrie est naissante. Hein. Ok. Et comme vous le savez, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur qui permet à une économie vraiment de pouvoir se positionner. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple du Nigeria, le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud à cause de Nollywood. Si. Donc, c'est un secteur qui rapporte de l'argent. Ah oui. Il y a énormément de productions étrangères qui viennent en Côte d'Ivoire et ça permet à tous nos techniciens, tous nos frères qui sont là de travailler sur des plateaux télé. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a énormément de tournages étrangers avec des équipes étrangères et tout ça. Et ça permet à tous ces jeunes-là d'avoir un emploi, de travailler sur des Ici en projets. Côte d'Ivoire, Ainsi hein. de suite. Oui, en Côte d'Ivoire. Donc je pense que peut-être que pour le moment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais les choses sont en train de s'améliorer parce qu'avant, ça n'existait pas du tout. Et aujourd'hui, il y a des techniciens qui sont recherchés. Hein. Ah ouais. Il y a des techniciens qui sont recherchés. C'est très bien. Un réalisateur sur un tournage aujourd'hui, c'est pratiquement 8 à 10 millions, un bon réalisateur. Waouh, Donc ça, c'est très, vraiment très de bien, l'argent. ça. Hein. Et je pense qu'au fur et à mesure, ils vont se spécialiser encore dans d'autres secteurs. Il y a l'IA qui est très important. On fait aujourd'hui des génériques avec l'IA. Donc il y a des secteurs qui sont encore pourvoyeurs, qui sont intéressants. Et je pense qu'à un moment donné, tout le monde va pouvoir vivre de son métier, comme les chanteurs aujourd'hui. Alors la différence avec Nollywood et Bollywood, c'est qu'ils ont mis en premier plan leur culture. C'est ça. Sans, comme on dit, sans apologie, sans excuse. Et Nollywood a présenté sa culture comme elle l'est et ça a marché. Vous avez en Côte d'Ivoire, en parenthèse, lorsque certains font des mariages, ils s'habillent comme nous le présentent les films de Naija, comme on le dit, alors qu'ils sont, enfin, ils sont à Caen, ils sont ivoiriens, ils sont d'une autre ethnie. Est-ce que ça fait partie de vos projets de faire en sorte que les productions puissent présenter également les pas importants de la culture ivoirienne? Mais ce que vous avez dit est tellement important parce que c'est du soft power. Et aujourd'hui, les productions permettent justement de faire ce soft power-là. Il y a des gens qui ne sont jamais allés en France, mais qui connaissent la Tour Eiffel. Exactement. Donc aujourd'hui, avec le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, on veut essayer de vendre notre destination, notre patrimoine Côte d'Ivoire. Et donc, il y a des choses qui sont en train de se préparer, des conventions avec le ministère du Tourisme et tout ça, pour qu'on puisse nous tourner dans des décors qui vendent la Côte d'Ivoire, qui vendent Abidjan, ainsi de suite. Donc, il y a des conventions, il y a des réflexions qui sont en train de se faire autour de ça pour vendre justement le lifestyle ivoirien. Très bien. Alors, Daouda? En fait, je vois que pour cette année, le gros lot, c'est 5 millions. Oui. Excusez-moi, mais franchement, je trouve que 5 millions, c'est très peu. C'est ce que nous, on peut en tout cas. Je sais justement. Donc, il va rajouter certainement. Peut-être qu'il y a des solutions pour avoir Justement, plus. voilà, donc justement, Je vais faire un plaidoyer. Voilà, 5 ans après, avec tout ce que ces personnes du 7e art nous apportent, pourquoi est-ce que les gens ne se grouillent pas au portillon Pour donner de l'argent. Parce que quand, je n'ai pas envie de dire, mais quand on entend Miss, ça sort le chéquier facilement. Il y a d'autres choses, franchement, qui ne nous donnent pas ou qui ne nous préoccupent pas autant de plaisir. Ça sort le chéquier. Mais pourquoi au portillon du cinéma, c'est aussi compliqué? De la culture. De toutes les façons, nous, on y croit. Hein. On sait qu'à un moment donné, les choses vont changer. On est très optimiste, on est très positif parce qu'on sait que c'est un événement majeur aujourd'hui qui fait en sorte que la Côte d'Ivoire est remarquée. Donc, peut-être que ce n'est pas cette année, peut-être que ça sera l'année prochaine. Cette année, il y a le Premier ministre et Madame le ministre de la Culture qui font en sorte qu'on ait vraiment tous les moyens pour pouvoir donner toutes les récompenses. Et donc, on est sûr en tout cas que les choses vont s'améliorer. On n'est pas pressé et on ne regarde pas les autres événements. On est concentré sur le nôtre et on sait qu'ainsi, on va obtenir ce qu'on souhaite. Enfin, Avez-vous remarqué que... Très bien, allez-y. Avez-vous remarqué que Yacine Toutsou, notre directeur de l'exploitation, est nominé? oui, le voici. Il est tout beau comme ça. Il a été donc... Il a été Nissa d'or. En 2022. Ah, ça, je le découvre. Hein. Ah bon? Ouais, lui, il découvre. Ah non, moi, je le découvre là. Je sais pas, Tu veux que je te parle de ça? C'est un grand réalisateur. Non, S'il vous plaît, un à un pour le film du directeur Yacinthe, il n'y a rien à dire. Mais je ne savais pas qu'il avait été nominé en 2022. Ah bah si, Nominé et gagné le prix Et gagné. du Nissa d'or 2022. Non, Yacinthe, c'est un chef. Extrêmement talentueux. Notre chef est un chef. Alors, Élisée, on a un petit point avec vous et on permet à la commissaire générale de donner son mot de fin. Oui, c'est concernant vraiment cette soirée. Hein. Est-ce qu'elle est juste exclusive pour les hommes du 7e art ou bien Élisée qui passe son temps à faire des chroniques sur Live TV peut venir?
Ça, c'est une question importante. J'étais là-bas l'année dernière. Voilà, ça Voilà, répond. j'avais hein. été Ah, tu as invité reçu même. ton Voilà, invitation, c'est toi? vraiment, c'est vraiment pas pour vrai, tous ça. les amoureux du cinéma d'accord. et de l'audiovisuel, pas exclusivement pour notre Mais écosystème. c'est sur pour carton tous ceux- d'invitation. Sur carton et sur ticket. Il y a Sur les ticket, tickets qui voilà. sortent aussi énormément. Donc Lisez, tous faut ceux acheter. qui aiment, et je pense que c'est l'occasion aussi de porter notre cinéma, notre audiovisuel. Exactement. Donc d'appeler tout le monde à venir, parce que sans le public, nos productions ne sont rien du tout. Donc on appelle tout le monde à venir et vraiment à nous aider à donner de la valeur à ce qui est très cher, c'est notre cinéma et notre audiovisuel. Alors, un dernier mot, petit rappel détail et un dernier mot Non, pour cette juste remercier soirée. la chaîne de télé parce que depuis quelques années, Live TV est notre partenaire et ça sera diffusé en direct à 21h le vendredi. Et donc, c'est vraiment remercier la chaîne qui joue le jeu et qui fait en sorte que tout le monde puisse suivre cet événement qui est un événement majeur, un événement prestigieux. Le dress code, c'est toujours élégance à l'africaine. Donc chacun peut mettre en valeur les tissus ou en tout cas les tenues de sa région. Et donc on espère que tout le monde pourra jouer le jeu et que chacun pourra nous montrer un peu quelles sont les tenues que sa culture Je en serai tout en cas, wax promeut. hollandais. En wax hollandais? Ah bon, d'accord. Merci ok. pour la pub, Marius. Damien, je suis- Merci, merci beaucoup. Ça nous Merci, fait et puis, plaisir. merci pour tout ce que vous faites. Je vous félicite aussi nous qui pour vous- C'est le plutôt- travail que vous faites et on espère qu'un jour votre émission aussi sera nommée. Why not? Why not? Why not? Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est moi. Quand je vous vois vous exprimer là sur le plateau, j'ai encore mes souvenirs. Hein. Ah oui. Ah oui, à la Tu as envie télévision. qu'elle À la télévision nationale, vous avez À la été un télé. exemple pour nous. Votre diction, votre façon de faire et bravo pour Merci. votre parcours. Merci. Rappelons les dates, la date est importante. Alors c'est le vendredi, là, vendredi prochain, le 22, Oui. à 21h, on a l'antenne, mais il y a un beau tapis rouge, en tout cas prestigieux, vous allez le découvrir. On est allé à Cannes justement pour s'inspirer du tapis rouge Bien et on va sûr. faire un très beau tapis rouge cette année, Ah oui. justement pour célébrer les 5 ans de la Nice. That's wonderful. Le red carpet. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais donc remercier tous les téléspectateurs, tous nos amis en ligne. Titi Elogne, Yaba, enfin vraiment, j'ai Dominique pas, Yaba. voilà, j'ai pas tous les noms, mais vraiment pardonnez-moi. Merci de nous suivre, tous ceux-là qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. Remercier Monsieur Guy Imunga de la Riviera Bonuma, grand fan du talk, du grand talk. Merci beaucoup. Et ceux qui nous regardent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui font les replays. Oui, ils sont Thank you nombreux. very much. Merci beaucoup. Patricia Kalou, commissaire Merci. générale Merci. d'INISA, était avec nous. Rendez-vous le vendredi 22 à partir de 19h, 21h à l'antenne. 21h à l'antenne. 19h le tapis rouge, le red Oui. carpet. Et puis on se fera un plaisir d'y être. Merci beaucoup. Les amis, merci. Daouda, Merci Christelle. Merci. Marius. Oui. Élisée Boloubeu, qui Merci. aura peut-être son nom sur l'Académie du cinéma. Herman, à voir. J'avoue que EBO, ça ne me parle pas. Ça ne te parle pas. Ah, je Très parle. bien. Merci, on se retrouve demain. Les programmes continuent sur Live TV. Merci à toutes les équipes. Voilà, qui sont derrière la caméra. Vous ne les voyez pas. Des équipes magnifiques. Le réalisateur, comme on l'appelle, Slide, et Akissi. Rachid pour l'écriture de l'émission avec Maï Mike, qui, qui n'est pas là en séminaire, mais qui travaille de loin avec nous pour la coordination de l'antenne. Akissi, qu'on appelle Momentiam. Tous les caméramans, tout le monde. Judith Taquet qui est venue accompagner donc la commissaire générale. On se retrouve demain. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.